Pendant plus de 50 ans, le marais de Louisiane a été le sanctuaire de Troy Landry. Il a été son église, sa salle de classe et la source de tout ce qui a pu mettre de la nourriture sur la table de sa famille. Le bayou lui a enseigné la patience, le courage et le respect, et en retour, il lui a donné sa vie. Il a appris à lire ses humeurs, à percevoir le danger avant qu'il ne montre les dents, à sourire face à des risques qui terrifieraient la plupart des gens. Mais en ce matin gris et lourd, le marais lui offre quelque chose qu'aucune expérience ne pourrait adoucir. Ce que Troy y rencontre n'est pas un défi à relever ou un problème à résoudre. C'est une blessure si profonde qu'elle fait tomber à genoux l'homme le plus robuste du bayou et l'oblige à affronter une vérité qu'il a passé des années à essayer de ne pas voir. Le réveil de Troy Landry a sonné à 4h30 comme presque tous les jours de la saison des alligators depuis 40 ans. Son corps a réagi avant que son esprit ne s'éveille complètement, se déplaçant dans l'obscurité familière de sa maison de Pierre Part en Louisiane. Le café s'est préparé. Ces rituels n'étaient plus des habitudes, mais des instincts transmis par des générations de Landry qui avaient vécu et survécu au bord de l'eau. Mais dès que Troy mit le pied dehors, il sentit que quelque chose n'allait pas. L'air était épais et immobile, lourd, d'une manière qui allait au-delà de l'humidité de la Louisiane. Il se pressait contre sa poitrine, silencieux et attentif. Il s'arrêta sous le porche, écoutant. Pour un homme comme Troy, écouter le marais n'était pas une activité occasionnelle. C'était une seconde nature. Le bayou parlait toujours. Les grenouilles appelaient depuis les roseaux. Les oiseaux annonçaient le passage de la nuit au matin. Les poissons remontaient à la surface. Quelque part, un alligator grondait habituellement en signe d'avertissement territorial. Ces sons étaient aussi familiers à Troy que sa propre respiration. Ce matin, il n'y avait rien. Le silence le frappa comme une chose physique. Malgré la chaleur, un frisson remonta le long de sa colonne vertébrale. Durant toutes ces années passées sur l'eau, il n'avait jamais entendu le marais aussi calme. Même lors des vagues de froid hivernales, lorsque les animaux ralentissaient et se cachaient, il y avait toujours de la vie qui se manifestait. Ce silence n'était pas paisible. Il semblait erroné, comme si l'écosystème entier retenait son souffle. Troy s'est dit qu'il ne fallait pas trop y penser. Il avait vécu assez longtemps pour savoir que les superstitions pouvaient entrer dans votre tête si vous les laissiez faire. Peut-être qu'un système de tempête modifiait le comportement des animaux. Peut-être que c'était juste un de ces matins étranges qui n'ont de sens que plus tard. Pourtant ses mains bougeaient plus lentement que d'habitude, alors qu'il chargeait le bateau. Il revérifiait l'équipement qu'il savait déjà prêt, étirant les moments avant qu'il ne doive s'élancer dans ces eaux sinistrement calmes. Lorsque son fils Jacob arriva, Troy n'eut pas besoin de mots pour savoir que quelque chose le tracassait aussi. C'était écrit dans sa posture, dans la façon dont ses yeux scrutaient le bayou au lieu de plaisanter comme il le faisait d'habitude. « Tu le sens aussi ?» demanda Troy à voix basse. Jacob a acquiescé. « Le marais est trop calme, ça ne va pas. » Ils mirent le bateau à l'eau alors que l'aube commençait à poindre. Le moteur devint le seul son dans un monde qui semblait sourd et artificiel. L'eau était sombre et épaisse, reflétant le ciel gris terne au-dessus. Les cyprès s'élevaient comme d'anciennes sentinelles drapées de mousse espagnole qui semblaient plus lourdes que d'habitude, comme si même les arbres étaient alourdis par ce qu'ils savènent. Troy se dirigea vers les lignes qu'il avait tracées la veille, se déplaçant dans des endroits qu'il avait parcourus des milliers de fois. Pourtant, sa poitrine se serra ses instincts, criant sans lui donner de raison claire. Puis, ils atteignirent la première borne, et le souffle de Troy s'arrêta si fort qu'il en fut douloureux. L'eau autour de la ligne était décolorée, tachée d'une manière qui lui tordait l'estomac. Flottant entre les genoux des cyprès et la mousse enchevêtrée, la dévastation était si écrasante que 40 ans de connaissance des marais lui semblaient soudain inutiles. Troy coupa le moteur, et dans le silence écrasant qui suivit, il ne put que regarder fixement. « Papa !» chuchotait Jacob. « Que s'est-il passé ici ?» Troy n'a pas pu répondre, sa gorge s'est serrée, et les mots n'ont pas voulu venir. La mort ne lui était pas inconnue. Le marais avait toujours été un lieu où la vie et la mort s'entremêlaient. Les prédateurs chassaient les animaux, mouraient les tempêtes, effaçaient des pans de terre et remodelaient l'eau. C'était la nature, c'était l'équilibre. Mais ce qui se présentait à eux était tout autre. Des dizaines de poissons flottaient, le ventre en l'air, leurs flancs argentés captant la faible lumière du matin. Des tortues flottaient sans vie parmi eux, leurs carapaces roulant doucement avec le courant.
Le long des berges des oiseaux d'eau étaient empêtrés dans la végétation, les ailes déployées comme s'ils étaient figés dans une dernière tentative désespérée de s'échapper. C'est alors que Troy vit le pire. 3 jeunes alligators ne mesurant pas plus de 4 ou 5 pieds de long dérivaient parmi les morts. Leurs yeux étaient embués. Leur corps construit pour la puissance et la survie était totalement impuissant. « Ce n'est pas naturel », dit Jacob, la voix tremblante. « C'est une catastrophe. Quelque chose a contaminé l'eau. » Troy savait qu'il avait raison. Et le savoir lui faisait plus mal que n'importe quoi d'autre. Parce qu'accepter cette vérité signifiait admettre que le marais auquel il avait fait confiance toute sa vie avait été violé. Ce n'était pas un échange prédateur-proie. Ce n'était pas les conséquences d'un ouragan. C'était du poison. C'était une destruction causée par l'homme. Et cela lui faisait mal à la poitrine d'une manière qui lui semblait physique. Troy était né dans cette vie en 1960, Son père lui avait enseigné ce que son père lui avait enseigné, lui transmettant une relation avec le bayou faite de respect et de retenue. Les Landry ne se contentaient pas de prendre le marais. Ils vivaient avec lui, comprenant que leur survie dépendait de sa santé. Troy avait élevé ses propres enfants avec ces mêmes leçons, leur disant que le bayou fournirait toujours si on l'honorait et qu'on ne le poussait pas trop loin. Maintenant assis dans ce bateau entouré des preuves flottantes de l'échec, Troy ressentait le poids de tous les compromis dont il avait été témoin au fil des ans. Tous les signaux d'alarme qu'il avait écartés. Tous les changements dont il s'était dit qu'ils étaient temporaires, gérables, qu'ils n'étaient pas son combat. La vérité s'installait lourdement dans ses os. Le marais n'était pas mort du jour au lendemain. Il souffrait depuis longtemps et il avait été trop concentré sur sa survie, son travail, la préservation de la tradition pour l'affronter pleinement. Les souvenirs du bayou de son enfance lui reviennent en mémoire. L'eau était si claire que l'on pouvait voir les poissons nager sous la surface. Les populations d'alligators étaient si nombreuses qu'elles semblaient infinies. La végétation était si épaisse et si vivante que le marais semblait indestructible. Ce monde avait été détruit morceau par morceau. Des canaux avaient été creusés dans les zones humides. Les flux d'eau naturels avaient été perturbés. L'eau salée s'était infiltrée là où elle n'avait pas sa place, tuant les plantes d'eau douce et affaiblissant l'écosystème de l'intérieur. Troy était assis immobile, incapable de détourner le regard des dégâts qui flottaient autour de lui. Le marais qu'il avait élevé, nourri et défini lui montrait son point de rupture. Et pour la première fois de sa vie, Troy Landry n'était pas confronté à un problème qu'il pouvait surmonter ou surpasser. Il était confronté à une perte qu'aucune expérience, aucun courage ou aucune foi en la tradition ne pouvait réparer. Les canaux avaient semblé être un progrès à l'époque, apportant des emplois et de l'argent à des communautés qui en avaient désespérément besoin. Troy avait même travaillé sur certains de ces projets dans ses jeunes années, avant que la chasse à l'alligator ne devienne suffisamment rentable pour le faire vivre à plein temps. Il se disait que le marais était résilient, qu'il s'adapterait, que les avantages économiques justifiaient le coût environnemental. Aujourd'hui, devant l'eau empoisonnée et la faune morte, cette rationalisation lui semblait comme de la cendre dans la bouche. Il y avait eu d'autres signes, ceux dont il avait été témoin, mais qu'il n'avait pas voulu reconnaître. La disparition progressive de certaines espèces de poissons qui avaient été communes autrefois. La façon dont certaines zones qui grouillaient de vie étaient devenues étrangement silencieuses au fil des ans. La fréquence accrue des proliférations d'algues qui étouffaient l'oxygène et créaient des zones mortes. La façon dont les ondes de tempête des ouragans semblaient pénétrer plus profondément dans le marais. Les barrières naturelles que constituent les marais et les bosquets de cyprès s'amenuisent d'année en année. Le changement climatique accélère la destruction. Le niveau de la mer monte, noyant les marais qui protègent les communautés et constituent des zones de reproduction pour d'innombrables espèces. Les conditions météorologiques devenaient de plus en plus extrêmes, des sécheresses plus longues, suivies d'inondations plus intenses, auxquelles l'écosystème ne pouvait s'adapter assez rapidement. Troy avait vu les cartes, entendu les scientifiques et lu les prédictions sur la perte de masse continentale de la Louisiane à un rythme catastrophique, mais les prédictions étaient abstraites. Ce cimetière flottant d'animaux sauvages empoisonnés était concret et dévastateur. Il pensa à ses petits-enfants, se demandant s'il resterait même un marais dont ils hériteraient. Cette pensée fit se contracter douloureusement quelque chose dans sa poitrine.
L'héritage Landry n'était pas seulement une question d'habileté à la chasse ou de réussite commerciale, c'était aussi une question d'appartenance à cet endroit de rythme et de cycle de compréhension de soi, comme un fil dans la toile de la vie du bayou. Qu'est-il arrivé à cette identité alors que le bayou lui-même était en train de mourir? Nous devons signaler cela, dit Jacob en sortant son téléphone pour documenter la scène. La faune et la pêche doivent savoir que quelqu'un est responsable de cette situation. Troy acquiesça d'un air engourdi, mais une partie de lui se demandait ce qu'un bon rapport pouvait bien faire. Il avait déjà vu des violations de l'environnement signalées, il avait vu les enquêtes avancer lentement ou rester sans suite, tandis que les entreprises payaient des amendes qui ne représentaient qu'une fraction de leurs bénéfices et poursuivaient leurs activités comme si de rien n'était. Les mécanismes censés protéger le marais manquaient de fonds de personnel et étaient souvent dépassés par l'ampleur des problèmes auxquels ils devaient y faire face. Il démarre le moteur du bateau et commence à naviguer lentement dans la zone touchée, essayant de déterminer jusqu'où la contamination s'étend. À chaque minute qui passe, l'ampleur du désastre devient plus claire. Il ne s'agit pas seulement d'une poche isolée de poissons morts, mais d'une section importante du bayou, peut-être des kilomètres de cours d'eau, qui présente tous les signes d'un même événement toxique. L'esprit de Troy passe en revue toutes les possibilités. Un déversement industriel provenant de l'une des usines situées en amont du fleuve. Un ruissellement agricole transportant des pesticides provenant des fermes. Une décharge illégale par quelqu'un qui pensait que le marais était suffisamment éloigné pour cacher ses crimes. Ou peut-être s'agissait-il de quelque chose de plus insidieux, l'effet cumulatif de décennies de petites infractions et de pollution autorisée atteignant finalement un point de basculement où l'écosystème ne pouvait tout simplement plus absorber de poison. Alors qu'il prenait un virage, Troy aperçut quelque chose qui lui fit resserrer les mains sur le volant. L'un des alligators qu'il avait marqué, une femelle adulte qu'il suivait depuis 3 saisons, une femelle qu'il avait spécifiquement laissée seule, parce qu'elle était une reproductrice avérée, flottait morte près de la rive. Il l'avait nommée Joséphine, en l'honneur de sa grand-mère, parce qu'elle avait le même instinct de survie obstiné qui avait caractérisé la matriarche Landry. Voir son corps sans vie lui semblait personnel d'une manière qui transcendait la tragédie générale. Joséphine avait survécu aux ouragans, aux sécheresses, aux luttes territoriales, avec d'autres alligators, et à 3 saisons de chasse, au cours desquelles Troy aurait pu légalement la capturer, mais avait choisi de ne pas le faire parce qu'il voulait que ses gènes restent dans la population. Elle avait élevé plusieurs couvées de bébés, contribuant ainsi à la reconstitution de la population d'alligators qui avait frôlé l'extinction il y a plusieurs décennies. Et maintenant, elle avait disparu tuée, non pas par la prédation naturelle ou la vieillesse, mais par la négligence ou la cupidité de l'être humain. Troy coupa le moteur et laissa le bateau dériver dans l'eau contaminée. Le silence du marais l'oppressait lourd de pertes et d'accusations. Il avait passé toute sa vie à puiser dans ses eaux alligators, poissons, écrevisses, tout ce que le bayou offrait. Il s'était toujours dit que c'était durable, qu'il faisait partie de l'ordre naturel, que sa chasse n'était pas différente de celle du héron chassant le poisson ou de l'alligator chassant les nutriments. Mais en regardant le corps de Joséphine, en voyant la destruction totale qui l'entourait, Troy ne pouvait pas échapper à la réalisation que sa présence dans le marais, son mode de vie tout entier, était lié aux forces qui le détruisaient. Les mêmes systèmes économiques qui rendaient de la chasse à l'alligator rentable encourageaient également l'activité industrielle qui empoisonnait l'eau. La même acceptation culturelle de l'utilisation des ressources naturelles qui justifiait sa chasse justifiait également les industries d'extraction qui prenaient sans se soucier des conséquences. Il n'était pas seulement victime de ce désastre environnemental, il était complice de la vision du monde qui l'avait rendu possible. Le poids de la tradition. Lorsque Troy et Jacob reviennent sur le quai, la nouvelle a déjà commencé à se répandre dans la communauté très unie de Pierre-Part. Les nouvelles voyagent vite dans le bayou, surtout les mauvaises, et plusieurs autres chasseurs ont signalé des découvertes similaires dans les cours d'eau adjacents. La contamination n'était pas isolée, elle était généralisée, affectant de nombreux terrains de chasse et menaçant des moyens de subsistance déjà précaires. Bernita, la femme de Troy, les rejoint à la maison, le visage marqué par l'inquiétude. Elle a reçu toute la matinée des appels d'autres familles de chasseurs, de responsables locaux, de journalistes qui, d'une manière ou d'une autre, ont déjà eu vent de l'histoire. « Tout le monde demande ce que tu penses que nous devrions faire », dit-elle à Troy. Ils attendent de vous des réponses. Le poids de cette attente pesait sur les épaules de Troy comme un fardeau physique.
Il était devenu une sorte de porte-parole de la culture des marais grâce à l'émission de télévision Son Visage et sa voix représentant un mode de vie pour des millions de téléspectateurs qui n'avaient jamais mis les pieds dans les marécages de Louisiane. Les gens attendaient de lui qu'il les guide, qu'il les rassure, qu'il leur donne la détermination optimiste qui était devenue sa marque de fabrique. Mais en ce moment, il n'avait aucune assurance à offrir, aucune réponse facile à donner. Ses fils Jacob Chase et Brandon se sont rassemblés dans la cuisine avec plusieurs membres de leur équipe de chasseurs. L'atmosphère est tendue, l'habituelle camaraderie est remplacée par des visages inquiets. Ces hommes dépendent du marais pour leur survie, et ce que Troy a découvert les menace tous de la même manière. C'est grave, demande Chase, bien que l'expression du visage de son père lui ait déjà dit tout ce qu'il avait besoin de savoir. Troy a décrit ce qu'il avait trouvé, la voix plate et épuisée. Tout en parlant, il a observé les réactions se propager dans le groupe, le choc cédant la place à la colère se mêlant à la peur se transformant en une sorte de résignation vaincue. Il s'agissait d'hommes robustes, de survivants, qui avaient affronté des ouragans, des récessions économiques et toutes sortes d'épreuves. Mais là, c'était différent, c'était comme si les fondations de leur monde se fissuraient sous leurs pieds. Nous devons trouver le responsable, dit Brandon, la mâchoire serrée par la rage. Quelqu'un a déversé du poison dans notre eau, tué nos alligators, détruit nos terrains de chasse. Ces criminels, ils doivent payer pour ce qu'ils ont fait. Troy comprenait la colère, il la sentait lui-même brûler dans sa poitrine. Mais il savait aussi qu'il ne serait pas simple d'attribuer les responsabilités. Il pourrait y avoir un certain nombre de sources, a-t-il dit avec lassitude, une usine industrielle, en amont des eaux de ruissellement agricole, des décharges illégales, ou simplement les déchets accumulés qui se déversent dans ces eaux depuis des décennies et qui atteignent enfin une masse critique. Trouver une personne ou une entreprise à tenir pour responsable pourrait être impossible. Alors nous acceptons tout simplement. La voix de Jacob s'éleva avec frustration. Nous les laissons détruire tout ce que nos familles ont construit, tout ce pourquoi nous avons travaillé et nous ne faisons rien. Je n'ai pas dit que nous ne faisions rien, répliqua Troy. Même s'il n'était pas sûr de ce à quoi ressemblerait réellement le fait de faire quelque chose. Je dis que nous devons être réalistes sur ce à quoi nous sommes confrontés. Il ne s'agit pas seulement d'un mauvais acteur que nous pouvons affronter et réparer. Il s'agit de tout un système qui a traité le marais comme un dépotoir et une ressource à exploiter. Et ce système a de l'argent des avocats et un pouvoir politique que nous ne pouvons pas égaler. Ces mots avaient un goût de défaite, et Troy se détestait de les avoir prononcés. Il avait bâti sa réputation en refusant de reculer, en affrontant les défis, avec une confiance agressive et une foi inébranlable en sa capacité à vaincre. Mais comment combattre un ennemi aussi diffus et systémique que la destruction de l'environnement? Comment frapper l'eau contaminée ou lutter contre l'échec de la réglementation? Bernita a pris la parole depuis l'endroit où elle écoutait silencieusement. Et l'émission, tu as une plateforme, Troy. Les gens t'écoutent. C'est peut-être le moment d'utiliser cette voix pour quelque chose de plus que le divertissement. Troy y réfléchit. L'émission de télévision leur avait apporté la célébrité et la stabilité financière, avait rendu le nom des Landry reconnaissable bien au-delà de la Louisiane. Mais elle avait aussi simplifié et romancé leur réalité, présentant la vie dans les marais comme une aventure, plutôt que comme l'existence compliquée, souvent moralement ambiguë, qu'elle était en réalité. L'émission célébrait la chasse, la tradition, les liens père-fils autour des alligators vaincus. Il ne s'est pas attardé sur la dégradation de l'environnement ou sur les questions éthiques inhérentes à l'exploitation d'animaux sauvages dans un écosystème en état de siège. Les gens regardent l'émission parce qu'elle est amusante, a déclaré Troy, parce qu'elle est passionnante et différente de leur vie. Ils ne regardent pas l'émission pour entendre parler de pollution et de marécages mourants, et pour savoir si ce que nous faisons est durable. Si nous commençons à parler de ce genre de choses, nous risquons de perdre le public qui nous a permis de continuer à exister. Alors peut-être que nous les perdrons, a dit Jacob avec une intensité inattendue. Peut-être qu'il est plus important de dire la vérité que de continuer à divertir des gens qui ne veulent pas l'entendre. Quel est l'intérêt d'avoir une tribune si nous sommes trop effrayés pour l'utiliser pour quelque chose d'important? Le défi dans la voix de son fils a piqué en partie, parce que Troy a reconnu l'idéalisme qu'il avait lui-même possédé avant que des décennies de pragmatisme et de compromis ne l'aient usé. Jacob croyait encore que la vérité et la passion pouvaient changer les choses, que le fait de s'exprimer faisait la différence. Troy voulait y croire aussi,
mais l'expérience lui avait appris que le monde récompensait rarement ce genre de foi. Chase a soulevé une question qui se cachait sous la surface des pensées de chacun. Qu'est-ce que cela signifie pour la saison? Si l'eau est contaminée, si les alligators meurent ou sont toxiques, pouvons-nous même chasser légalement? Et si nous ne pouvons pas chasser, comment allons-nous survivre financièrement? La question a touché le cœur de leur dilemme. La saison des alligators est courte seulement 30 jours, mais elle fournit l'essentiel des revenus de l'année pour la plupart des familles de chasseurs. Manquer ne serait-ce qu'une partie de la saison pourrait être financièrement catastrophique. Et si la contamination rendait les alligators impropres à la consommation ou illégaux à la récolte, les chasseurs seraient laissés sans recours ni compensation. C'est au ministère de la Faune et de la Pêche qu'il appartiendra de prendre cette décision, a déclaré M. Troy. Ils analyseront l'eau, les animaux morts détermineront l'étendue de la contamination. Il est possible qu'ils ferment certaines zones ou qu'ils arrêtent toute la saison dans cette région. Nous ne le saurons pas tant qu'ils n'auront pas terminé leur enquête. Et combien de temps cela va-t-il prendre? Demanda Brandon avec amertume. Des semaines, des mois. Le temps qu'ils finissent d'étudier, de tester et de rédiger des rapports, la saison sera terminée et nous aurons tout perdu. Troy n'avait pas de réponse. Le rythme bureaucratique de la réponse du gouvernement a toujours été d'une lenteur frustrante, et il n'y a aucune raison de penser que cette situation sera différente. Entre-temps, les factures arriveront toujours à échéance. Les familles devront toujours être nourries et la pression économique augmentera chaque jour. La conversation s'est poursuivie pendant des heures, tournant autour du même sujet, à plusieurs reprises. La colère contre les responsables de la contamination. La frustration à l'égard des systèmes réglementaires qui semblaient conçus pour protéger les pollueurs, plutôt que les victimes, la peur de la survie financière, et en filigrane, un chagrin plus profond que l'économie à propos de ce qui était perdu. À un moment donné, le plus jeune petit-fils de Troy est entré dans la cuisine inconscient de la tension et a demandé quand grand-père l'emmènerait chasser l'alligator comme il l'avait promis. La question innocente a atterri comme un coup de massue. Troy regarda le garçon âgé de 7 ans, les yeux brillants, enthousiastes, à l'idée de poursuivre la tradition familiale, et sentit quelque chose se briser en lui. Qu'était-il en train de transmettre à cet enfant? Un mode de vie en voie de disparition. Un lien avec un lieu qui n'existerait peut-être plus sous une forme reconnaissable lorsque le garçon serait en âge de le chasser lui-même. Le fardeau d'essayer de maintenir des traditions que le monde moderne avait rendues obsolètes ou impossibles. Bientôt mon pote réussit à dire Troy en ébouriffant les cheveux du garçon bientôt. Mais même en prononçant ces mots, il se demanda s'il ne faisait pas une promesse qu'il ne pourrait pas tenir, offrant un espoir qui n'était en fait qu'un autre mensonge confortable pour éviter d'affronter les dures vérités. Après la dissolution de la réunion de famille sans résolution claire, Troy s'assit seul sur son porche arrière, regardant l'eau qui reliait le système de bayou où il avait fait sa découverte. Le soleil se couchait peignant le ciel dans des nuances d'orange et de violet qui auraient été magnifiques s'il avait pu passer outre la connaissance de ce qui se trouvait sous la surface de ces eaux. Bernita le rejoignit, s'asseyant silencieusement pendant un long moment avant de prendre la parole. « Vous faites comme si c'était de votre faute, » dit-elle doucement. « Ce n'est pas le cas. Vous n'avez pas empoisonné l'eau. Vous n'avez pas créé les systèmes qui ont permis cela. » Peut-être pas, a répondu Troy, mais j'en ai profité. J'ai construit toute ma vie en puisant dans le marais, sans trop me poser de questions sur ce qu'on lui faisait subir. J'ai vu les signes avant-coureurs et je me suis dit qu'ils n'avaient pas d'importance tant que je pouvais remplir mes étiquettes et gagner ma vie. Cela fait de moi un complice, Bernita. Cela fait de moi une partie du problème. Elle lui prit la main, la serrant fermement. Alors faites partie de la solution. Vous n'avez pas encore fini, Troy Landry. Tu as encore de la force en toi. Utilise-la pour quelque chose d'important. Il voulait la croire, il voulait retrouver cet esprit combatif qu'il avait porté à travers tant de défis. Mais à présent, assis dans la lumière déclinante avec l'odeur du marais dans les narines et le poids de ce qu'il avait vu pesant sur sa poitrine, Troy se sentait plus vieux et plus fatigué qu'il ne l'avait jamais été auparavant. Le bayou lui avait tout donné, son gagne-pain, son identité, son but. Et maintenant, il lui demandait de changer, d'évoluer, d'être quelque chose de plus qu'un simple chasseur, prenant ce qu'il pouvait tant que c'était bon à prendre. Il n'était tout simplement pas sûr de savoir comment. Démêler la cause.
Le département de la faune et de la pêche de Louisiane est arrivé le lendemain matin avec du matériel d'analyse et une équipe de biologistes qui ont parcouru la zone contaminée avec une efficacité clinique. Troy les a accompagnés servant de guide à travers les cours d'eau qu'ils connaissaient mieux que les rues de n'importe quelle ville. Regarder les scientifiques prélever des échantillons et documenter la dévastation lui a semblé surréaliste, comme si sa maison était traitée comme une scène de crime. Les résultats préliminaires sont arrivés dans les 48 heures. Et ils étaient pires que ce que Troy avait craint. L'eau présentait des niveaux élevés de toxines multiples, de produits chimiques industriels, de pesticides agricoles et de métaux lourds, à des concentrations mortelles pour la plupart des organismes aquatiques. La contamination ne provenait pas d'une source unique, mais semblait plutôt être un cocktail toxique créé par de multiples polluants se combinant dans une tempête parfaite de destruction de l'environnement. Le docteur Sarah Chen, biologiste en chef de l'enquête, a rencontré Troy pour lui expliquer les résultats de l'enquête. Elle était plus jeune que ses fils probablement au début des années 30, avec l'intensité sincère de quelqu'un qui croit encore que la science peut sauver le monde. Troy lui enviait cet optimisme, même s'il doutait de son fondement. Les signatures chimiques suggèrent un ruissellement provenant d'au moins 3 installations industrielles différentes en amont, expliqua-t-elle en étalant des cartes et des données sur la table. Nous voyons également des marqueurs de pesticides correspondant aux opérations de culture de la canne à sucre et il y a des preuves de la présence de produits pétroliers qui pourraient provenir d'un certain nombre de sources déversement, carburant, de bateaux rejets industriels. Individuellement, aucune de ces sources n'aurait pu créer une crise, mais elles se sont accumulées dans l'écosystème pendant des années et quelque chose a déclenché un point de basculement. Quel genre de quelque chose, a demandé Troy, même s'il soupçonnait qu'il connaissait déjà la réponse, pourrait être constitué de plusieurs facteurs. Les fortes pluies récentes déversent en une seule fois des polluants concentrés dans les cours d'eau. Les fluctuations de température influencent que l'interaction des produits chimiques. Les faibles niveaux d'oxygène dus à la prolifération des algues créent des zones mortes où les toxines s'accumulent. Il se peut aussi que le pouvoir tampon du marais, sa capacité à absorber et à traiter les polluants, ait finalement été dépassé. Imaginez une éponge qui a absorbé toute l'eau qu'elle pouvait contenir. Une goutte de plus et tout déborde. Troy pensa à cette image le marais comme une éponge saturée incapable de supporter davantage d'abus. Cela correspondait à tout ce qu'il avait observé au cours des décennies, la dégradation progressive dont il avait été témoin, mais qu'il avait choisi de ne pas reconnaître pleinement. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda-t-il. L'expression du docteur Chen est devenue plus réservée. Officiellement, nous poursuivons les tests, identifions les sources de pollution spécifiques lorsque c'est possible et travaillons avec les organismes de réglementation pour déterminer si des infractions ont été commises et quelles sont les mesures d'application appropriées. Nous émettrons des avis sur les zones sûres pour la pêche et la chasse et nous surveillerons la situation pour voir si la contamination se dissipe ou si elle reste concentrée. Et officieusement, elle a hésité puis a semblé décider que l'honnêteté valait le risque professionnel. Officieusement, cela va être un cauchemar bureaucratique qui avance lentement et n'aboutit probablement pas à une responsabilité significative. Les sources de pollution sont nombreuses et souvent techniquement en conformité avec leur permis, même si l'effet cumulatif est dévastateur. Les entreprises ont des avocats et des lobbyistes. Les agences de régulation manquent de personnel et de fonds. Et même si nous identifions des violations évidentes, les amendes sont généralement minimes par rapport aux profits que ces opérations génèrent. Troy apprécie sa franchise même si elle confirme ses pires soupçons. Ainsi, personne ne paie pour cela. Personne n'est tenu responsable de la mort de centaines, voire de milliers d'animaux et de la destruction des moyens de subsistance des gens. « Je n'ai pas dit cela », a répondu prudemment le docteur Chen. « J'ai dit que les voies officielles sont lentes et ne rendent souvent pas la justice que les victimes méritent. Mais il y a d'autres moyens de responsabiliser la pression publique, l'attention des médias, l'organisation de la communauté. Parfois la honte et la mauvaise publicité accomplissent ce que les règlements ne peuvent pas faire. » Troy a repensé à ce que Bernita et Jacob avaient dit à propos de l'utilisation de sa plateforme. L'émission de télévision lui donnait accès à des millions de téléspectateurs dont beaucoup n'avaient jamais réfléchi à la provenance de leurs biens de consommation ou aux coûts environnementaux cachés dans leur confort. Il y avait peut-être un pouvoir à rendre cette crise visible, à relier des questions environnementales abstraites à un lieu spécifique et à des personnes spécifiques qui en subissaient les conséquences réelles. Mais devenir public signifiait aussi admettre des choses qu'il avait passé sa vie à éviter, que le mode de vie traditionnel qu'il avait défendu
était incompatible avec la société industrielle moderne, que la chasse au marais n'était peut-être pas durable ou éthique dans un écosystème aussi endommagé que le récit romantique du pionnier indépendant vivant de la Terre était au mieux incomplet et au pire une dangereuse fiction. Au cours des jours suivants, Troy a entamé sa propre enquête, poussé par le besoin de comprendre exactement ce qui était arrivé à son marais. Il a contacté des groupes environnementaux qu'il avait auparavant considérés comme des fauteurs de troubles et des extrémistes, découvrant que nombre d'entre eux documentaient la destruction progressive des zones humides de Louisiane depuis des années, tirant des sonnettes d'alarme qui étaient restées largement inaudibles. Il a appris que la Louisiane perdait un terrain de football de zone humide, côtière toutes les 100 minutes, un taux catastrophique de perte de terre dû au dragage des canaux, à la canalisation des rivières et à l'élévation du niveau de la mer. Les marais et les marécages, qui servaient autrefois de tampons contre les tempêtes et de pépinières pour d'innombrables espèces, disparaissaient, et avec eux, tout un mode de vie. Il a découvert que le corridor industriel entre Bâton Rouge et la Nouvelle-Orléans, connu localement sous le nom de Cancer Alley, abritait plus de 150 usines pétrochimiques et raffineries, dont beaucoup déversaient des polluants autorisés dans les cours d'eau qui finissaient par se déverser dans les zones où ils chassaient. L'effet cumulatif de toute cette pollution légale a entraîné une dévastation de l'environnement à une échelle que les réglementations individuelles n'ont jamais abordée parce qu'elles se concentraient sur des sources uniques plutôt que sur des impacts systémiques. Il a trouvé des dossiers sur des violations et des déversements qui avaient fait l'objet d'une couverture médiatique minimale et d'une réponse réglementaire encore plus limitée. Une usine chimique qui avait laissé échapper des toxines pendant des mois avant d'être découverte. Une exploitation agricole qui avait reçu des dizaines de contraventions pour élimination incorrecte de déchets, mais qui continuait à fonctionner parce que les amendes étaient moins chères qu'une gestion correcte des déchets. Une compagnie pétrolière qui avait abandonné des centaines de puits sans les sceller correctement, laissant la contamination s'infiltrer dans les eaux souterraines et les eaux de surface. Chaque élément d'information ajoutait à la rage et au désespoir croissant de Troy. Le système n'était pas cassé. Il fonctionnait exactement comme prévu, donnant la priorité au profit des entreprises plutôt qu'à la protection de l'environnement, traitant les communautés comme la sienne, comme des dommages collatéraux acceptables dans la poursuite de la croissance économique. Il a également appris à connaître les personnes qui menaient ces combats depuis des années souvent à leurs dépens. Des militants écologistes qui avaient été poursuivis en justice pour être réduits au silence par des entreprises aux poches bien garnies. Des scientifiques qui avaient perdu leur emploi pour avoir publié des recherches gênantes. Des organisateurs communautaires qui avaient passé des décennies à demander des comptes et une protection sans grand succès. Ces personnes n'étaient pas les ennemis que l'on avait appris à Troy à voir en elles. Ce sont des alliés qui se battent pour les mêmes choses que lui, de l'eau propre des écosystèmes sains, la possibilité de maintenir des moyens de subsistance traditionnels sans empoisonner la terre et l'eau qui ont rendu ces moyens de subsistance possibles. Une conversation l'a particulièrement touché. Il s'est entretenu avec une femme âgée de Ouma Diane Dardar, qui a vécu toute sa vie dans les zones humides côtières et qui a vu sa communauté disparaître littéralement lorsque la perte de terre et la contamination ont forcé les gens à déménager. Ces récits de déplacement et de perte reflétaient ses propres craintes quant à l'évolution de la culture des marais qu'il aimait. « Il n'accorde pas de valeur à ce qui n'a pas de prix », lui a-t-elle dit. Notre lien avec cette terre, notre savoir traditionnel, notre mode de vie, rien de tout cela n'apparaît dans leurs calculs économiques. Nous sommes invisibles jusqu'à ce que nous gênions leurs profits, puis nous sommes des obstacles à éliminer ou à compenser juste assez pour que nous disparaissions sans faire de bruit. Troy a fini par comprendre sa propre invisibilité, réalisant que malgré la célébrité, les voix comme la sienne étaient exclues des décisions qui façonnaient l'avenir du marais. Son savoir vécu était rejeté, ses préoccupations qualifiées de résistance au progrès. En reconnaissant cela, il s'est retrouvé piégé, incapable d'ignorer la destruction systémique, mais ne sachant pas comment provoquer un véritable changement. La mort de Joséphine dans le marais empoisonné n'était pas un accident, mais le résultat de décennies de choix institutionnels puissants. Un seul chasseur ne pouvait pas facilement affronter de tels systèmes. Assis dans une étendue d'eau vierge au coucher du soleil, Troy réfléchit à son amour profond pour le bayou et se demande si l'amour sans action n'est que de la complicité. Un point de rupture.
L'insomnie et le désespoir croissant de Troy reflètent la charge émotionnelle de la mort de Joséphine dans le marais empoisonné. Hanté par des images de contamination et de perte d'animaux sauvages, il se sentait incapable de conserver la personnalité joyeuse que lui imposait sa célébrité à la télévision. Assis avec Bernita un soir, il avoua se sentir comme un imposteur promouvant une vie romancée, tout en ignorant des vérités qu'il aurait dû affronter plus tôt. Bien que Bernita l'ait rassuré sur le fait qu'il n'avait pas tout su, Troy se débattait avec la culpabilité d'un aveuglement volontaire. Le spectacle de l'optimisme amplifié par les parrainages et les interviews est maintenant ressenti comme une trahison. Quitter l'émission lui a traversé l'esprit, mais il a reconnu que le silence ou le retrait ne protégerait pas le marais et ne mettrait pas en cause les pollueurs. Sa plateforme publique, même si elle est compromise, pourrait être son seul moyen de pression. Bernita a recadré ce moment comme un nouveau type de combat plus dur que la lutte contre les alligators, visant les systèmes plutôt que la nature. Pourtant, Troy a lutté pour retrouver son esprit combatif. Contrairement aux défis physiques, la destruction de l'environnement ne pouvait pas être vaincue par la force ou la bravade. Pour la première fois, il se sent vraiment impuissant, et cette impuissance commence à le ronger de l'intérieur. Trouver un but dans la perte. La vie de Troy s'effiloche au fur et à mesure que les nuits d'insomnie sont remplies d'images de la mort de Joséphine et que le marais empoisonné détruit l'image de confiance qu'il avait longtemps projetée. Le chasseur joyeux célébré à la télévision ne semblait plus qu'un costume cachant le chagrin, la culpabilité et l'effroi. Un soir, Bernita l'a trouvé assis en silence sur le quai et il lui a avoué qu'il ne savait plus s'il pouvait continuer à chasser, à filmer ou à prétendre que tout allait bien. Il se sentait comme un imposteur persuadé d'avoir vendu au public un mythe réconfortant, alors que la terre qu'il aimait était en train de mourir. Bien que Bernita lui ait rappelé qu'il avait été honnête avec ce qu'il savait, Troy se reprochait de ne pas avoir remis en question les changements plus tôt, reconnaissant son inaction comme un aveuglement volontaire, plutôt que comme de l'innocence. La célébrité et la richesse l'avaient piégé dans un récit qui exigeait des sourires, des plaisanteries et de l'optimisme, même si la contamination se propageait. Chaque article sponsorisé et chaque interview était désormais ressenti comme une trahison. Il a envisagé de quitter l'émission, mais a réalisé que disparaître ne sauverait pas le marais et n'obligerait pas les pollueurs à rendre des comptes. Sa plateforme, même imparfaite, pourrait être sa seule arme. Bernita a recadré la crise comme un nouveau combat contre des systèmes puissants plutôt que contre les animaux ou la nature. Pourtant, Troy a du mal à croire qu'il peut gagner. Pour la première fois de sa vie, la force brute et la détermination ne signifient rien. Ce sentiment d'impuissance le ronge, menaçant de le briser de l'intérieur. Cette découverte bouleversante a transformé Troy d'artiste en activiste de chasseur en protecteur. Le marais qui lui a tout donné exige maintenant quelque chose en retour, sa voix, sa plateforme, sa volonté de dire des vérités inconfortables. La mort de Joséphine n'est pas dénuée de sens si elle a éveillé d'autres personnes à se battre pour ce qui est en train d'être perdu.